Bon, on a déjà vu ensemble comment vider notre esprit de toutes ces responsabilités, comment capturer nos engagements pour les mettre dans des listes de tâches bien structurées. Ouais, le fameux gestionnaire de tâches, la base de tout. Exactement. Nos projets sont clairs, ils sont en sécurité, mais il reste un truc. Imaginez la scène. Genre, c'est mardi matin. Le moment fatidique. C'est ça. L'ordinateur s'allume, l'agenda apparaît à l'écran, et là, au lieu d'avoir une vision claire de la journée, on a un mur de briques multicolores. C'est infranchissable, quoi. Ah oui, le chaos visuel total. Mais carrément, on y trouve pêle-mêle des vraies réunions, des rappels d'anniversaire empilés, des deadlines pour des projets un peu vagues, et bien sûr, une dizaine de tâches reportées de la semaine d'avant. Et tout ça avant même le premier café. Voilà, le sentiment d'être en retard sur une vie qu'on a soi-même planifiée, c'est super oppressant. Et du coup, ça soulève une question hyper importante aujourd'hui. Que se passerait-il si on supprimait, disons, 80% de tout ce contenu de notre agenda? Pour ne garder qu'une vérité mathématique pure. C'est une excellente question, parce que ce sentiment d'oppression matinale, c'est vraiment le symptôme parfait d'une faille systémique dans notre organisation. Une faille, c'est-à-dire? En fait, on essaye de négocier avec la seule ressource au monde qui est absolument non négociable, le temps physique. Avoir une liste d'actions dans un gestionnaire de tâches, c'est fantastique pour la clarté mentale, on l'a vu. Bien sûr. Mais une tâche, elle flotte pas dans les airs indéfiniment. Tôt ou tard, elle va se heurter à la réalité des heures et des minutes. Et c'est là qu'intervient le troisième outil essentiel, le calendrier. Sauf qu'on l'utilise mal, du coup. C'est ça. Ce n'est pas une poubelle où l'on déverse le surplus de nos listes de tâches. C'est un outil totalement différent, avec ses propres lois physiques. Et je me dis que la confusion vient probablement de l'évolution de nos outils, en fait. À l'époque de l'agenda papier, on avait une limite physique. La case du mardi, elle faisait 3 centimètres, on pouvait écrire que quelques mots. On ne pouvait pas tricher. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, les agendas électroniques, comme Google Agenda ou Outlook, ils nous offrent un espace infini. Et ces applications, elles nous incitent même à tout fusionner. Genre, ajoutez vos tâches, vos rappels, vos événements au même endroit. Ouais. Et cette abondance d'espace numérique a complètement détruit la barrière naturelle qui séparait l'intention de la réalité. Le principe fondamental d'une bonne organisation, c'est que chaque chose a sa place, et les choses semblables vont ensemble. D'accord, donc on sépare par nature. Totalement. Pour faire une analogie avec l'informatique, ton système de gestion des tâches, c'est ton disque dur. C'est là où tu stockes toutes les possibilités, tous tes projets, avec une capacité énorme. C'est la carte de toutes nos destinations possibles. C'est une très belle image, ouais. Et à l'inverse, le calendrier, c'est le processeur central, le CPU. Il a une bande passante fixe, inflexible, et il ne peut exécuter qu'une seule chose à un instant T, à un endroit précis. Donc c'est le véhicule qui roule sur la carte. Et un véhicule ne peut être qu'un seul endroit à la fois. C'est tout à fait ça. Le calendrier, c'est le foyer exclusif des événements et des rendez-vous. Uniquement des engagements liés au temps, de manière indissociable. Genre des choses qui se produisent à une heure précise? Exactement. Par exemple, une séance de sport le lundi à 11 heures, une réunion matinale le mardi à 6h30 ou un vol pour Chicago le samedi à 9h30. Si tu n'es pas là à 9h30, l'avion décolle sans toi. La variable temporelle dicte l'existence même de l'événement. La théorie est super séduisante, mais là je dois faire l'avocat du diable. Parce que, dans la réalité, tout le monde utilise son agenda pour y inscrire des deadlines. Je sais, c'est le réflexe numéro 1. Bah oui, imagine, on doit absolument rendre un rapport financier le 15 du mois. L'instinct, c'est de mettre un gros bloc rouge dans l'agenda le 15, avec écrit « Rendre le rapport ». Retirer ça, ça me paraît super risqué. On va rater nos échéances, non? C'est une angoisse hyper compréhensible, parce qu'avant, le calendrier était le seul outil qu'on avait. Mais aujourd'hui, continuer à faire ça, ça crée un chaos cognitif destructeur. On l'a dit, toutes les actions et les dates limites ont déjà leur propre maison sécurisée dans le gestionnaire de tâches. Ouais, mais les voir dans l'agenda, ça rassure. En apparence seulement. Parce qu'en réalité, ça déclenche une dissonance. Tu scannes ta journée du mardi, tu vois une réunion à 10 heures, et juste après, la note pour le rapport. La réunion exige que tu sois présent physiquement. Alors que la note du rapport, c'est juste une info. Voilà. Ça te dit juste qu'à cette date, le travail devrait être fini. Ça ne dicte pas ce que tu dois faire là, tout de suite, à 10h30. Ah ouais, donc notre cerveau est forcé de faire un travail de traduction en permanence. À chaque fois que je regarde l'agenda, je dois analyser chaque ligne et me dire est-ce que c'est un endroit où je dois être ou c'est juste un rappel de projet? Exactement.
Et ça, c'est une fuite d'énergie mentale colossale, mais le pire, c'est que ça détruit la confiance en ton propre outil. C'est-à-dire? Si ton cerveau comprend qu'une partie de ton calendrier est composée de choses flexibles, genre des tâches qu'on peut repousser, il commence à douter de tout le reste. On commence à ignorer les alertes, en fait? C'est la fatigue des alertes, oui. Tu vois une tâche le mardi, tu te dis, bon, ça peut attendre. Tu la glisses ce mercredi, puis au jeudi. Et ton agenda, qui devrait être sacré, devient juste un outil de procrastination. Le cimetière des bonnes intentions, quoi. C'est joliment dit, mais c'est exactement ça. Mais alors, concrètement, dans le flux de travail quotidien, comment ça se passe? Si j'épure totalement mon calendrier, ça change comment ma façon d'aborder ma journée le matin? Ça change tout. On passe d'une logique d'accumulation à une logique de soustraction du temps. La soustraction du temps. Ouais. Tu ouvres ton calendrier épuré. Disons que tu as une journée de 8 heures. Tu vois une réunion de 9 heures à 11 heures et une conférence de 13 heures à 13h30. Le calcul est visuel et immédiat. Il y a 2 heures et demie qui sont bloquées. Et donc, il te reste mathématiquement 5 heures et demie de temps libre. C'est objectif, c'est froid, c'est la réalité. Mais en fait, le soulagement psychologique doit être dingue. Au lieu de se dire j'ai 8 heures devant moi pour abattre une liste infinie, on sait exactement quelle fenêtre est disponible pour avancer sur nos vraies tâches. C'est exactement ça. Ce temps restant, c'est ta fenêtre d'exécution pour aller piocher dans ton gestionnaire de tâches. C'est la meilleure protection contre le burn-out, parce que ça empêche la surplanification. On arrête de fantasmer notre temps disponible, on voit la réalité. Mais ça soulève un autre point. Si je compte à 100% sur ce calendrier pour mes vrais rendez-vous, j'ai intérêt à pas les rater, surtout pour les réunions importantes. C'est là qu'il faut être intelligent avec les notifications. Parce que les notifications par défaut, c'est souvent une catastrophe, non? Genre la fameuse réunion à 6h30 du matin dont on parlait. Le réflexe de l'application, c'est de nous mettre une alerte 15 minutes avant. Ce qui est absurde. À 6h15, si tu es encore au lit et ton événement est déjà raté. Le temps de te préparer et de faire le trajet, c'est fini. Ouais, l'alerte ne sert qu'à te stresser en fait. Voilà. L'erreur classique, c'est de confondre l'événement et sa logistique. La technologie doit t'aider à déclencher le bon comportement, pas juste biper pour dire que c'est trop tard. Alors c'est quoi la stratégie optimale pour une réunion à 6h30? Il faut faire de la rétro-ingénierie. Pour 6h30, la première alerte doit sonner la veille. La veille? Oui. Une notification 12 heures avant, vers 18h30. C'est un signal pour ralentir. Ça te rappelle de préparer tes affaires, d'ajuster ta soirée et surtout, de te coucher tôt. Ah, c'est génial. En fait, c'est une délégation de l'anxiété. Au lieu de passer la soirée à stresser de peur de ne pas se réveiller, c'est le système qui prend en charge l'angoisse. Exactement. Et ensuite, le matin même, tu programmes une deuxième alerte, disons 90 minutes avant, donc à 5 heures. Ça, c'est l'impulsion pour se lever, se préparer et partir à l'heure. Le calendrier devient presque un metteur en scène de notre comportement. C'est super puissant. Mais bon, jusqu'ici, on parle de gestion individuelle. Le truc, c'est qu'on vit rarement seul au milieu de nulle part. Ah, les conflits d'agenda. Bah oui, dès qu'on intègre la famille, les enfants, le conjoint, le niveau de difficulté explose. C'est du contrôle de trafic aérien à ce stade. C'est le grand défi des foyers modernes, ouais. Et ça met en lumière le fameux problème de la charge mentale. Très souvent, une seule personne devient la base de données de toute la famille. Des trajectoires en permanence dans sa tête pour éviter que tout s'effondre. C'est un travail invisible et épuisant. Et c'est là qu'on entend des phrases du genre mais je pensais que tu gérais les enfants ce soir ». Parce que tout repose sur la mémoire et des accords tacites. Voilà. Et si le dépositaire de l'information oublie un truc, c'est la crise. La solution, c'est de démocratiser cette information avec un calendrier familial partagé. D'accord. Donc, on crée un agenda spécifique pour le foyer. Oui, et on le superpose avec nos agendas personnels et pro. Comme ça, tout le monde a accès à la vérité objective en temps réel. L'information sort de la tête d'une seule personne. Mais attention, j'imagine qu'on applique la même règle stricte. Si on commence à mettre le ménage ou la liste de courses sur ce calendrier partagé, on recrée le mur de briques pour toute la famille. Ah, c'est primordial. Le calendrier familial doit rester sanctuarisé. Uniquement les événements contraignants. Le train de 16 heures, le rendez-vous chez le pédiatre. Que des impératifs de lieu et de temps. C'est ça. Et quand on fait ça, les dynamiques familiales changent complètement. On ne se dispute plus sur qui a oublié de dire quoi. On regarde juste l'écran et c'est un arbitre neutre. Exactement. La logistique remplace les reproches. C'est fou de voir à quel point redonner sa fonction première à l'agenda, c'est-à-dire être juste la carte de notre temps engagé, ça change tout. Ça dégage une bande passante mentale énorme. On accepte les limites du temps pour mieux exploiter notre espace mental.
Le calendrier n'est pas un tiroir à angoisse. Je pense que c'est l'idée forte à retenir. Quelle quantité de stress on pourrait effacer demain matin, simplement en arrêtant de regarder un calendrier pollué par des tâches qui n'ont rien à y faire. Juste voir la réalité de son temps libre, c'est un soulagement incroyable. Grave. Et une fois que nos actions sont dans le gestionnaire de tâches et que notre temps physique est sanctuarisé dans le calendrier, le terrain est prêt. On va pouvoir s'attaquer à la suite. Savoir où ranger l'information pure, les références, tout ce qui n'est ni une tâche ni un rendez-vous. Exactement, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.